Vous avez parlé de communauté énergétique. C'est pour ça qu'on va arriver aussi à ce sujet-là avec Anne-Lorraine Vernet, donc de l'école de management de Grenoble. Alors vous êtes peut-être moins experte dans l'autoconsommation, mais plus justement dans les communautés énergétiques dont on parle et finalement qui sont liées à tous ces sujets. Donc voilà, vous avez fait aussi un comparatif. Là, on est entre la France et les Pays-Bas. Nous en dire un peu plus sur l'étude que vous avez menée. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis professeure en stratégie. Et ma recherche, elle se focalise sur les acteurs du secteur de l'énergie, comment ils font évoluer leur business model face à la transition énergétique. Et donc, ça fait plusieurs années que je suis le contexte néerlandais, parce qu'il se passe beaucoup de choses assez innovantes, en fait, en termes de fourniture d'électricité. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a, depuis quelques années, vraiment l'émergence de ce qu'on appelle les communautés énergétiques. Et ces communautés énergétiques, elles ont, moi j'en vois deux formes vraiment différentes. C'est-à-dire que d'un côté, on a la définition de Bruxelles sur des projets énergétiques citoyens faits avec les élus, comme on a vu avec Madame Poise tout à l'heure, hein, où les gens ils ont envie de reprendre en main l'énergie, la produire eux-mêmes, la consommer ensemble, etc. Et donc aux Pays-Bas, par exemple, il y en a aujourd'hui 500. Donc c'est à peu près par habitant 3 fois plus que ce qu'on trouve en France. 70 000 actionnaires, donc 1% des foyers néerlandais qui font partie d'une communauté énergétique. Donc c'est assez important. Ils sont devenus un petit peu l'acteur incontournable aujourd'hui dans la transition énergétique et le gouvernement souhaite que 50% des installations renouvelables soient entre les mains des citoyens. Donc il y a vraiment aussi cette mouvance aux Pays-Bas autour des communautés énergétiques citoyennes. Et puis ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les entreprises privées, elles essayent aussi de s'emparer un petit peu de ces sujets de les citoyens, ils ont envie de reprendre la main sur un secteur qui les a exclus jusqu'ici. Et donc, on trouve pas mal de business models innovants où, par exemple, on va vous permettre de choisir l'unité de production que vous avez envie de financer avec votre facture. Donc ça peut être un agriculteur qui produit des pommes de terre et de la betterave. Et Reert, par exemple, il a sa propre page sur le site de la plateforme où il peut décrire son histoire de famille, pourquoi est-ce qu'il a investi souvent dans des éoliennes, mais ça peut être aussi dans de la biomasse ou du photovoltaïque. Et donc, il raconte son histoire, il choisit plus ou moins son tarif. Les tarifs ne sont pas exactement les mêmes pour chacun. Et le consommateur, il va pouvoir choisir en fait, à qui il a envie que sa facture elle aille. En fait. Voilà. On voit d'autres modèles où on a vraiment d'autres types de plateformes qui vont permettre à tout un chacun de vendre et d'acheter son énergie. Donc, par exemple, on peut acheter le surplus d'énergie de sa tante, j'avais un exemple après, je vous montrerai, mais aux Pays-Bas, par exemple, les stades de patinage de vitesse, hein, si vous avez vu les Jeux Olympiques, pourquoi est-ce qu'ils ont plus de médailles que nous aux Jeux Olympiques d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige? Pour y avoir vécu 8 ans, je sais, oui, non, il n'y a pas vraiment de neige. Eh bien, c'est parce qu'ils font du patinage de vitesse et qu'ils en sont des grands fans. Et donc, si vous avez envie, vous pouvez aussi consommer l'électricité qui est produite sur le toit du patinage de vitesse où s'entraînent les sportifs que vous aimez. Voilà. Donc, on va retrouver deux types de communautés. Ces projets citoyens, portés par les citoyens et parfois les municipalités ou des acteurs locaux. C'est aussi parce que la réglementation, elle est plus souple aussi aux oui. Pays-Bas, sûrement qu'elle permet ce que vous allez citer aussi comme exemple. Oui, alors elle est plus souple à différents niveaux. Le secteur, il a été libéralisé depuis plus longtemps, ce qui fait que ça a un avantage, c'est-à-dire qu'en Hollande, la grande majorité des citoyens ont des fournitures d'électricité, des contrats verts. C'est-à-dire qu'ils consomment vert. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact vraiment sur la production locale, ce qui fait que seulement, il me semble, c'est un peu plus d'une dizaine de pourcents de l'énergie verte consommée en Hollande est produite en Hollande. Cette énergie, elle vient de certificats verts achetés aux pays scandinaves à des tarifs très réduits. Et ça aussi, ça a créé une mouvance locale pour dire nous, on n'a plus envie d'avoir du charbon, on n'a plus envie que cette énergie verte, elle soit produite ailleurs, on veut qu'elle soit produite chez nous, pour nous, par nous. Voilà. Donc toute cette mouvance a été très forte aussi, et le fait que le secteur soit libéralisé, c'est plus simple aux Pays-Bas de mettre en place des modèles un petit peu innovants. Et donc on va trouver ces deux types de pratiques.
Vous vouliez me couper? Ah non, pas du tout. Je voulais vous écouter. Peut-être présenter votre logique. Enfin, ce que vous parliez, on est en train de changer aussi de logique dans cette démarche. Voilà. Exactement. Je vous bouscule pas. Vous l'avez pas senti du tout. Donc en fait, j'ai souvent présenté. Voilà, c'est ce qui se passe avec les projets citoyens, ces nouveaux business models innovants à des acteurs d'air de chez nous, hein, des énergéticiens français. Et la question que j'ai toujours, c'est oui, mais quels impacts ils ont? Combien est-ce qu'ils ont de clients? Combien de personnes ça représente? Combien est-ce qu'ils ont de clients? C'est pas toujours évident d'avoir accès aux chiffres, honnêtement. Hein. Et combien est-ce que ça implique de personnes? Pour moi, par exemple, en France, elles sont 300 des coopératives énergétiques aujourd'hui, 11 000 actionnaires. C'est 0,2% de la production d'ENR locale. Donc c'est sûr qu'en termes de chiffres, on n'est pas encore à avoir un impact très important. Mais pour moi, ce qui est intéressant à regarder, c'est est-ce qu'on a un impact sur la logique des acteurs du secteur. C'est-à-dire qu'en dehors de notre impact à nous, individuellement, est-ce qu'on a un impact collectif sur la logique des acteurs du secteur? Et c'est là que j'arrivais avec mes slides. Et donc, en fait, aujourd'hui, le secteur, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne en disant on a des grandes unités de production centralisées. Et même pour l'énergie renouvelable, on le voit, la logique, elle reste encore très centralisée. Des grandes fermes solaires, des grands champs éoliennes. On a un consommateur qui n'y comprend pas grand-chose. Quand on lui parle de kilowatts ou kilowattheure, il n'y comprend pas grand-chose. Et finalement, ça arrange assez bien les énergéticiens, puisqu'ils interagissent avec leurs consommateurs que par la facture, donc d'une manière assez négative, finalement. Voilà. Et donc, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Le consommateur, il n'a pas une place importante dans le modèle des énergéticiens aujourd'hui. La logique, elle est vraiment centrée autour de l'entreprise et de ses actifs. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces modèles, ils peuvent arriver à changer cette logique pour qu'elle soit plus centrée autour des consommateurs? Et donc, c'est un peu ce que cherchent ces projets d'énergie citoyenne, c'est de dire cette énergie, elle est à nous. C'est nous qui la produisons, c'est nous qui la possédons. Dans un des exemples néerlandais, on a envie de pouvoir la tracer. Donc, par exemple, là, vous avez une entreprise qui s'appelle PowerPeers de Vattenfall. Et eux, par exemple, ils ont une station de radio qui s'appelle Q Music, qui peut littéralement vendre son énergie à ses auditeurs. Voilà. Donc, il y a un peu cette envie de dire, on a envie de pouvoir savoir d'où vient notre énergie, de pouvoir tracer, de lui donner un peu, de lui associer des émotions, des choses pour un truc comme l'énergie qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, c'est assez nouveau, on va dire. Et puis cette idée, autour de communautés énergétiques citoyennes, de dire, on va consommer le toit du voisin, sur le toit de l'école, chez le fermier proche de chez nous. Et c'est vrai qu'en Hollande, la régulation est aussi plus simple à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un code postal et d'autres codes postaux limitrophes, vous pouvez faire de l'autoconsommation collective et donc, par exemple, coposséder les panneaux solaires installés sur le toit d'un fermier et les déduire de votre facture d'énergie à vous et bénéficier de réduction d'impôts, de taxes que vous payez sur votre énergie. Donc, voilà, c'est la logique alternative qu'on va trouver avec ces modèles. Et la question, est-ce qu'ils ont vraiment un impact sur les acteurs du secteur depuis longtemps. Donc je crois que vous avez des exemples pour le dire, ça a un réel impact. C'est ça. Moi, je les suis depuis longtemps. Et donc, je vous ai trouvé deux exemples. Le premier, vous pouvez le comparer avec, aujourd'hui, chez nous, Direct Energy. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Nederland Energy Maatschappij. Et par exemple, là, en 2011, leur point de départ, c'était de dire, le client, il veut pas cher. Donc, on va se battre sur le prix, on va offrir le truc le moins cher possible. Et donc, vous voyez, combien vous pouvez économiser si vous prenez un contrat sur 5 ans? C'est 1250 € sur 5 ans. Voyez, donc, ils étaient vraiment focalisés sur le prix. Et quand moi, j'ai interviewé le directeur en 2015, il me disait, oui, on a un peu de contrat vert, mais c'est pas le consommateur, c'est pas encore ce qui l'intéresse. Le prix, c'est ce qui l'intéresse. Et les services énergétiques du type, parce qu'ils avaient développé un thermostat intelligent, par exemple. Ça, c'était la mouvance où ils étaient en 2015. Et si vous allez sur leur site internet aujourd'hui, j'ai pas du tout reconnu l'entreprise, puisqu'ils disent, on n'a que de l'énergie verte. Et si vous voulez une énergie verte hollandaise, on va vous montrer exactement d'où elle vient, avec sur la carte, vous pouvez voir l'énergie que vous avez la possibilité de consommer si vous prenez un contrat chez eux. Je vous ai choisi un deuxième exemple, parce qu'on dit oui, Nederland Energy Maatschappij, ils existent depuis longtemps, ils ont été créés en 2004, il me semble, quand il y a eu l'ouverture des marchés aux Pays-Bas. Ça reste pas un acteur très très gros.
Donc, je vous ai choisi un acteur très très gros de chez nous, mais qui est aussi un peu moins gros en Hollande, mais qui est quand même implanté en Hollande, qui est Engie. Engie, c'est assez intéressant parce que depuis 2013 aussi, dans le secteur du B2C, ils donnent possibilité à leurs clients de choisir d'où vient votre énergie. Donc, par exemple, vous pouvez choisir de l'éolienne qui vient de la mer du Nord ou un autre champ d'éoliennes dans le Gelderland, c'est un endroit assez plat, comme pratiquement tout le reste du pays finalement. Et plus récemment, en fait, en 2015, vous pouviez aussi choisir de consommer de l'énergie hydroélectrique des Alpes françaises. Et en fait, ça avait un petit peu fait flop, je pense, cette offre, parce que on était encore dans cette logique de l'énergie verte qui vient d'ailleurs. Voilà. Et donc, ils ont remplacé cette offre-là par vous pouvez consommer le surplus énergétique d'autres clients de chez Engie. Je me dis, tiens, c'est intéressant ça. C'est un peu cette dynamique du faire ensemble, même si on passe par quelqu'un comme Engie. Et donc, si vous cliquez là-dessus, vous avez une carte des Pays-Bas avec les consommateurs, les clients Engie qui vendent leur surplus à Engie. Et donc, moi, j'ai cliqué sur Sittard. En fait, ma belle famille est néerlandaise. Je parle couramment. Voilà, ça explique un petit peu le contexte. Et voilà, donc si vous habitez à Sittard, vous pouvez choisir de consommer le surplus d'énergie d'autres voisins que vous ne connaissez pas forcément dans ce cas-là. Mais voilà, et donc on voit vraiment, moi je trouve que, en tout cas en Hollande, ça commence vraiment à s'accélérer, ce changement de logique où on va essayer de trouver, alors après chacun le fait à sa manière, une manière pour le citoyen de retracer d'où vient son énergie, une manière pour le citoyen d'y associer de l'émotion. Ça vient de mes voisins, ça vient de la radio que j'aime écouter. Voilà. Je pense que chez nous, on n'est pas encore dans un contexte aussi avancé. Oui, parce que par exemple, vous citez l'exemple aux Pays-Bas que les gestionnaires du réseau de distribution financent la plateforme de partage d'informations à l'échelle nationale, par exemple. Oui, donc il existe une plateforme. Il y a un vrai écosystème, quoi, en fait. Oui, en fait, j'ai aussi étudié beaucoup l'écosystème organisationnel qui gravite autour des communautés énergétiques, avec une comparaison entre la France et les Pays-Bas. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à tout est financé un petit peu par le public, ici et là, et plus ou moins suffisamment, ça dépend comment on analyse la chose. Alors qu'en Hollande, en effet, la plateforme d'échange qui est un peu le Energy Partage Association, si vous connaissez, hollandais, eux, ils sont financés par les 3 plus grands DSO des Pays-Bas. Vous avez aussi beaucoup d'entreprises, donc là je vous ai mis Engie, mais vous avez Eneco, vous avez Green Choice, vous avez beaucoup d'entreprises historiques qui travaillent en association assez proche avec ces communautés énergétiques citoyennes, parce qu'ils ont besoin de relocaliser leur production d'énergie renouvelable, et donc cette dépendance, elle est vraiment très forte chez eux, et ça donne un pouvoir de négociation des communautés énergétiques qui est puissant. Donc par exemple, en Hollande, ils vont recevoir, si vous êtes chez Eneco par exemple, vous arrivez avec votre communauté énergétique et vous dites, nous on va vous vendre notre énergie à vous. Eh bien, ils reçoivent entre 50 et 75 euros par membre du fournisseur d'énergie. Donc ça va leur donner aussi des moyens, eux, en tant que communauté énergétique, de pouvoir mener des animations, peut-être financer quelqu'un. Voilà. Donc la mouvance, elle est vraiment différente parce que les acteurs de l'écosystème, ils payent aussi les projets énergétiques citoyens. Voilà. C'est important, intéressant. Vous êtes enthousiaste. Alors, vous allez passer la parole à votre voisin, Éric Morel, parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis le début. Évidemment, on a balayé, on va dire, le contexte politique, ce qui se passe au niveau de la Commission européenne. On a vu plusieurs exemples concrets avec à la fois les particularités du Sud, ce qui se passe un petit peu dans les pays du Nord. Vous, Éric Morel, vous accompagnez des dirigeants sur leur stratégie face aux nouvelles énergies, pas seulement sur l'autoconsommation. Ils avaient une vision, justement, européenne. Alors, quel regard vous portez sur ce qu'on vient de présenter? Parce qu'on essaye un peu d'isoler une sorte de vision européenne, mais on voit aussi que les pays sont tous très différents. Pour ça, on est 27, c'est compliqué. Mais quel regard vous portez sur cette question spécifique de l'autoconsommation en Europe? Alors, la vision que je vais partager avec vous, bonjour à tous, elle va être influencée sur ma zone d'intervention, qui est plutôt les pays non méditerranéens. J'ai envie de revenir sur 2 points. Le premier, c'est que dans n'importe quel pays, que ce soit l'Allemagne qu'on cite en exemple pour le nombre de gens qui sont en autoconsommation, ou des pays moins emblématiques comme l'Autriche, la Suisse, la Belgique, la Hollande dont on vient de parler, l'autoconsommation n'est pas un long fleuve tranquille.
Autrement dit, les difficultés qu'on peut avoir en France, on les a également dans d'autres pays, et tout ne repose pas sur la réglementation ou sur le prix de l'énergie qui peut stimuler l'engagement des consommateurs dans l'autoconsommation. Il y a, on parle des 1 500 000 consommateurs en autoconsommation individuelle en Allemagne, il y en a 500 000 en autoconsommation collective, avec un modèle qui s'approche du modèle qu'on a sur les bailleurs sociaux en France. Je suis intervenu plusieurs fois sur des projets sur lesquels les opérateurs ont du mal à gagner de l'argent, ont du mal à faire vivre la communauté, parce que la communauté, elle vit, et il y a des gens qui la rejoignent, il y a des gens qui la quittent, il y a une répartition des bénéfices de la communauté qui repose sur des clés qui, en fonction de la vie de la communauté, peuvent être contestées un jour, et régler ces conflits, pérenniser la communauté, c'est énormément d'intervention de l'opérateur, c'est du temps passé, et cette expérience, elle est longue à acquérir. Donc aujourd'hui, ce modèle Mieterstrom en Allemagne, je le sens un petit peu sur une phase de plateau, parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants, d'opérateurs, qui sont en train de faire un petit peu la synthèse de leurs expériences et de trouver le moyen d'industrialiser un petit peu la gestion de ces opérations d'autoconsommation collective pour repartir sur le bon pied. Quand je dis le bon pied, c'est le bon pied économique. Quand on est sur de l'autoconsommation individuelle, on a un petit peu les mêmes difficultés. Donc derrière les chiffres, il y a une réalité qui est la réalité que vit tout opérationnel au quotidien, qui est faite de haut et de bas. Donc il ne faut pas, je pense, dire le jour où le prix de l'énergie est élevé, le jour où la réglementation est plus favorable, tous les problèmes sont réglés. Non, on tombera inévitablement sur tous ces problèmes opérationnels. Vous voulez dire en fait que c'est encore compliqué de trouver d'avoir un modèle, on cite souvent en exemple, nous on est en France, d'autres, en tout cas en autoconsommation collective, le modèle c'est compliqué ? En autoconsommation collective, c'est pas simple. En tout cas, les opérations sur lesquelles je suis intervenu, en Allemagne, en Autriche, il y en a relativement peu. L'équilibre économique était loin d'être atteint. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister également, c'est que je perçois, alors je vais me rapprocher beaucoup à la fois de la conclusion de M. Bourg, de son intervention en introduction, à la fois de ce que vient de dire Anne-Lorraine Vernet. Ce que je vis dans les projets est beaucoup moins lié à la réglementation en cours dans le pays qu'à l'ambiance culturelle. Il y a des pays où l'on croit fondamentalement dans la distribution de l'énergie. Ça ne veut pas dire que toute l'énergie sera produite de manière distribuée, mais on croit fondamentalement au fait qu'une part des systèmes seront distribués. Et puis, il y a des contextes, alors ça c'est l'Allemagne, très clairement, c'est la Hollande dont on vient de parler, où les gestionnaires de réseau pilotent, accompagnent, stimulent cette distribution. Et puis il y a des pays dans lesquels on considère que cette distribution est un mal nécessaire pour accompagner certaines technologies renouvelables, etc. Et on va la rendre vivable, cette distribution. Donc ça, c'est plutôt le cas de la Suisse, qui reste encore dans une logique assez centralisée. De manière un peu moins forte, c'est la logique de l'Autriche, de la Belgique. Ça, je pense que ça a une incidence assez forte et qui a des conséquences sur les solutions. Quand on est dans un pays qui considère la distribution de l'énergie comme une vraie tendance qu'on va accompagner, on a des solutions de l'autoconsommation qui sont plus assurer l'autoroute entre le panneau photovoltaïque et la prise. On est dans une logique beaucoup plus globale où on va raisonner
une maison avec une recharge de véhicules électriques demain, avec du stockage, avec une pompe à chaleur, etc. Et on va optimiser un tout. Et la production photovoltaïque est un ensemble de ce tout. L'autoconsommation est une brique de raisonnement, mais on va aller bien au-delà. Et donc on voit émerger, comme disait M. Bourg, des acteurs dans ces pays-là qui commencent à raisonner une espèce d'optimisation globale de ces réseaux résidentiels, de ces systèmes résidentiels, quitte à y introduire des logiques de partage, c'est-à-dire se rapprocher des logiques de communauté de consommateurs. Et ça, c'est vrai qu'il y a une expérimentation sur le terrain qui ne se fait pas sans douleur. Ces évolutions, elles ne sont pas si simples que ça. Mais elles donnent naissance à des acteurs qui seront pertinents sur l'ensemble des marchés européens demain, avec des solutions qui sont éprouvées, qui sont testées, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose à considérer. Autrement dit, le fait qu'on ait des difficultés réglementaires nous concentre un petit peu sur assurer un modèle économique sur une solution très simple qui est de permettre, dans la prise, de consommer ce que je produis sur mon toit. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a d'autres choses qui se passent autour et peut-être se préparer à des jours meilleurs, de toute façon ils viendront, où on fera face à ce genre d'acteurs. Donc je crois qu'il y a... On a parlé aussi de la confiance, qui a été un petit peu centrale dans un certain nombre d'interventions. Je crois que la confiance, elle est donnée à l'ensemble des acteurs et des particuliers par la réglementation, elle l'est aussi par les professionnels. Et les professionnels aussi ont besoin de construire cette confiance dans le business qu'ils créent, dans la valeur qu'ils vont pouvoir en tirer, dans les bénéfices qu'ils vont pouvoir en tirer, etc. Et quel que soit l'état de la réglementation, il faut qu'elle évolue en France, mais quel que soit l'état de la réglementation, je pense qu'avoir une part de notre attention focalisée sur je construis ma confiance et je construis une solution qui me permettra demain de rentrer dans ces logiques d'appropriation que l'on évoque, c'est, me semble-t-il, extrêmement important. Et par rapport aux consommateurs dont parlait Anne-Lorraine Vernet, finalement, c'est de changer la logique. Tout à fait. Et ce changement de logique, je le retrouve dans l'ensemble des pays que j'ai cités, complètement au centre des raisonnements. Autrement dit, l'autoconsommation est un moyen, est une brique qui permet de répondre à des tendances sociétales assez fortes qui sont je veux rentrer dans des logiques de partage, je ne fais plus confiance ou je ne fais plus la même confiance aux grands acteurs historiques et plus je m'approprie une part de mon énergie, une part, les gens ne sont pas fous, ils savent pas que c'est 100%, ils savent bien que c'est pas 100%, mais je m'approprie une part, je sais d'où vient mon énergie, je sais où elle est produite. Ça, c'est extrêmement important. Et quelle que soit la réglementation, en France, il est tout à fait possible de redonner cette part d'appropriation aux consommateurs, de leur permettre de répondre à ces tendances qui sont aussi les leurs, même si collectivement, les Français ne sont pas les Hollandais, ne sont pas les Suisses, ne sont pas les Allemands. Individuellement, il y a une part extrêmement importante des consommateurs français qui sont sur ces tendances-là. Voilà, je pense qu'il y a un beau thème de réflexion pour votre université d'été autour de ces questions-là. En tout cas, c'est un thème finalement collectif. On a vu la différence au niveau de la réglementation, de la géographie du pays, etc. Mais au moins, voilà, le rôle des citoyens, on l'a senti très fort. Est-ce que l'un, l'autre voulait rajouter quelque chose avant qu'éventuellement je passe la parole à une ou deux questions? Parce que le temps passe vite, finalement, c'est dense de parler de l'Europe aussi. Je voulais juste rebondir sur ce que M. Morel vient de dire, dans le sens où, pour moi, le défi, il est principalement l'histoire qui est racontée. C'est-à-dire que moi, j'ai échangé beaucoup avec les communautés énergétiques aussi en France. Ils ont du mal à trouver des membres. Par exemple, dans mon village, on a une centrale à chaleur qui devrait être collective. Il y avait 5 personnes qui sont venues le jour où il y avait la présentation. On a du mal à... Et c'est ça, le problème, c'est de raconter l'histoire pour expliquer aux gens
quel est l'intérêt? On sent que la mouvance, elle est là. Mais quel est l'intérêt pour eux de faire partie de ça, de s'emparer de l'énergie et de passer outre tous les doutes qu'ils ont sur l'impact sur l'énergie, le nucléaire, est-ce que la technologie, elle fonctionne? Derrière, c'est plutôt... il faut arriver à trouver comment est-ce qu'on raconte une histoire. Et c'est pour ça qu'on va voir plein de business models aussi différents. C'est que derrière chacun, essaye de dire comment est-ce que moi je m'y prends pour convaincre. Est-ce que c'est parce que la personne elle va choisir l'unité? Est-ce que c'est parce qu'elle va faire partie d'une mouvance où son père va lui fournir, même si au final son père c'est pas grand-chose. Et derrière, pour moi, c'est vraiment le challenge, le défi. Il est autour de l'histoire. Quelle histoire on raconte aux citoyens pour qu'ils aient envie de faire part de tout ça. Voilà, je voulais juste rebondir. Bien sûr, c'est important. Oui, allez-y, Eric Morel. Juste une dernière remarque. L'Allemagne a développé son autoconsommation parce qu'ils ont des tarifs d'électricité élevés et donc ils ont développé l'autoconsommation sur des motifs purement économiques. Autrement dit, je ne mets pas de taxe réseau sur l'électricité autoconsommée et économiquement, c'est plus important pour vous. Ça a permis de démarrer très vite. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, le moteur de développement de l'autoconsommation, ce n'est plus ça. C'est ce que vient de dire Anne-Lorraine Vernet. C'est-à-dire, c'est l'histoire liée à la volonté d'appropriation, liée à la volonté de savoir d'où vient l'énergie, liée à l'ensemble de ces tendances sociétales. C'est ça qui fait le développement de l'autoconsommation. Et ça, pour rebondir sur un point que l'on évoquait tout à l'heure, sans oublier les actions opérationnelles à mener, les éco-délinquants, ils ne savent pas. Raconter des histoires comme ça, ce n'est pas leur terrain de jeu. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose? Non, c'est bon? Ah oui, allez-y, Noémie. Non, effectivement, pour aller dans votre sens et pour apporter un témoignage de terrain, c'est effectivement ce qu'on a constaté sur le village du Vercors sur lequel on a fait l'étude et avec lequel on a beaucoup échangé avec les habitants. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a la moitié des factures qui sont augmentées et l'autre moitié qui est diminuée, mais elles restent toutes dans un plus ou moins 10% de la facture actuelle. Et les habitants, quand on leur présente ça, ils disent « Oui, mais si c'est l'électricité qui vient vraiment d'un rayon court, on est prêt à ce que éventuellement la facture bouge un peu. Alors dans des moindres proportions, dans des proportions raisonnables. Ouais. Mais il y a effectivement ce côté, je m'approprie ce qu'on produit, c'est visible, c'est près de chez moi, et je suis prêt effectivement à accepter cette hausse, sachant que je fais aussi le pari que de toute façon, le coût du kilowattheure